Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir avec Monsieur Paulie Domso. Les annonces, comme d'habitude, on va commencer par Nuit Blanche la Sueur. Le lien est dans la description pour vous inscrire, il reste des places. Toutes mes excuses pour les personnes qui s'étaient inscrites à la prévente. Si vous voulez voir le lien pour vous, pour que vous puissiez vous inscrire, c'est dans vos spams, voilà. Sinon, c'est dans la description. Il y aura Morgan Charrière, Mansour Barnaoui et un marathon de sport de combat et beaucoup d'autres annonces à venir. Voilà, donc si vous voulez participer, vous inscrire, c'est le 7 décembre. Le lien est dans la description. Bien, deuxième annonce, eh bien, nous avons notre sponsor, proud sponsor of la sueur, Jetronomy. Bientôt, notre cher Paulie Domso recevra ses savons. Il est extrêmement excité parce que bien, c'est le seul de l'équipe à ne pas avoir reçu ses savons. Voilà, les savons de Jetronomy, toutes les infos sont dans la description et c'est bien plus que des savons. Également, on vous parlera un petit peu plus dans les prochains jours. Oui, mon cher Paulie Domso. Je commençais à le prendre très très mal que Rust ait reçu ses échantillons avant moi. Hein. Personnellement, ça c'est une pièce qui alourdit en fait le dossier. Non, mais c'était toujours plus de tension. Mais d'ailleurs, l'UFC qui nous regarde assez souvent, n'hésitez pas si vous avez besoin pour remplir l'undercard. On a un combat qui ferait vendre. J'ai repris le jogging en attendant pour travailler la condition physique. Là. Ouais, exactement. Bien. Et puis donc sinon, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Spotify, et toutes les plateformes habituelles. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous permet de grandir, mon cher Paulie Domso. Aujourd'hui, on va parler de Francis Ngannou qui s'est engouffré, tête baissée, dans l'option Tyson Fury. Tyson Fury donc, qui avait fait une interview et qui a dit tous les heavyweights, Stipe Miocic, Francis Ngannou, j'arrive. Et Francis qui est en recherche d'un combat, qui a fait ok, aussi bien sur un ring qu'en MMA, je t'attends. Ouais, bon coup de com. Moi, je pense que c'est un bon coup de com pour attendre, parce que pour le moment, il n'est pas actif, Ngannou, et tout le jeu en fait dans ce fight game, c'est de réussir en fait à maintenir ton nom hors de l'eau et si possible à coût moindre, c'est-à-dire sans trop prendre de risques, parce que effectivement. Il n'y a aucune chance qu'un tel combat se produise là dans l'immédiat. Hein, j'entends, hein, ça coûte rien d'appeler Tyson Fury et de dire je vais te mettre une branlée en boxe. Quoi. Ça ne se fera pas, en tout cas pas tout de suite, pas dans ces conditions. Donc c'est pas mal, ça attire, ça crée un petit phénomène médiatique. Les gens s'interrogent, se disent ah c'est vrai que Ngannou il frappe fort, qu'est-ce que ça donnerait et tout. Donc ça fait parler. Donc c'est pas mal, ça attire l'attention. Moi je trouve que c'est un bon plan marketing. Après au-delà de ça. Je me pense que ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vois très très mal dans l'état actuel un tel combat se produire, se profiler. Alors nous sommes entièrement d'accord. Et de toute façon, Tyson Fury, qui est engagé contractuellement pour affronter Deontay Wilder en février, le 22 février très précisément, ça veut dire attendre au-delà même de février, à un moment donné, pour Francis, qui n'a pas combattu depuis juin et sa victoire contre Junior Dos Santos, il va falloir qu'il revienne quand même un jour ou l'autre dans la cage. L'UFC a dit Francis va combattre en France à l'UFC Paris. C'est très bien, mais sauf que l'UFC Paris, il est prévu pour l'automne 2020. Donc ça veut dire que Francis n'aurait pas combattu pendant plus d'un an et demi. Pour un combattant de son calibre, c'est quand même très long, surtout quand il n'est pas blessé ou qu'il n'a pas envie de faire autre chose. Donc pour toi, tu aimerais bien le revoir contre qui, Francis? Et puis surtout là, qu'est-ce que tu penses de son absence? C'est quand même, pour ma part, je trouve ça un petit peu inquiétant de ne pas réussir à lui trouver de combat. Alors, en 2 points, là, je vais répondre à ta deuxième question avant, parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, sur l'absence, je pense que c'est mauvais d'un point de vue sportif pour Ngannou. Faut qu'il passe le plus de temps possible dans la cage. Surtout lui, je pense, parce que déjà il y passe pas beaucoup de temps dans la cage, c'est pas de sa faute parce que il aligne les mecs en 1 minute, tu vois, mais c'est très important parce que c'est sa faiblesse pour le moment, de gérer un combat dans la distance. Ça reste encore pour le moment la seule faiblesse qu'on ait de lui vraiment évidente, c'est que surtout dans une perspective de combat en 5 rounds, parce qu'il vise le titre, il faut qu'il aligne les rounds, qu'il enquille les rounds, il ne faut pas qu'il perde de temps. Au-delà de ça, c'est un combattant qui fonctionne beaucoup en contre. Donc tous les mecs qui sont des counter-punchers, on le sait, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient régulièrement actifs. Sinon, les réflexes s'émoussent et
et Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Non, non, les réflexes s'émoussent et on est moins efficace. On est moins efficace. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il recombatte très rapidement. C'est nécessaire. Après, le problème, c'est qu'il est dans une situation où c'est le clair contender. Je ne vois pas qui d'autre. Juste en dessous de Stipe Miocic et Daniel Cormier, c'est lui. Bon, je vais pas me faire d'amis, mais moi, ce combat, Stipe Miocic, Daniel Cormier 3, il me gonfle. J'ai pas envie de le voir, je m'en fous, tu vois, je m'entends pas. On est d'accord. C'est que d'ici, ce qui est sûr, c'est qu'après ce combat-là, il prend ça. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui me fait chier. Moi, j'adore le style de DC, c'est un combattant exceptionnel, mais on sait que de toute façon, un tel combat, l'issue, tu vois, genre, c'est chiant. C'est-à-dire, si DC gagne, il sort et donc, du coup, il n'y a plus de champion. Et si Stipe gagne, voilà quoi, ça change pas grand chose à la situation actuelle quoi. À part dire Stipe ça y est, il a vraiment réglé les comptes, on est bien sûr que c'est lui qui est meilleur. Mais bon, personnellement, je trouve que ça fait un peu chier de faire attendre Ngannou qui dans l'entretemps n'a personne à combattre parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de combats qui font sens pour lui. J'aurais bien aimé, tu vois, le voir en short notice. En fait, comme tu l'as dit, dans cette perspective de voir Francis longtemps dans la cage, parce que comme Polydomso l'avait dit très justement dans un podcast, je crois que c'était après la victoire contre Cain Velasquez, certes, Francis, il est revenu et il enchaîne, mais c'est pas assez pour montrer qu'il a évolué. Par exemple, contre Curtis Blades, en 44 secondes, il n'a pas pu véritablement montrer, contre Cain Velasquez non plus, qu'apportait quand même des choses qui pouvaient déranger Francis. Et donc là, tu avais dit ça très très justement, et là malheureusement, lors de sa victoire contre Junior Dos Santos, c'est pareil, il n'a pas vraiment montré. Au contraire, pour moi, il y a peut-être une petite porte qui s'est ouverte avec les low kicks qui l'ont un petit peu gêné. Voilà. Ouais. Alors moi je vais dire en fait, je vais nuancer un petit peu. Il y a eu deux défaites de Ngannou. Il y a la défaite contre Stipe Miocic et il y a la défaite contre Derrick Lewis. La défaite contre Derrick Lewis, elle montrait une faille mentale. La défaite contre Stipe Miocic, elle montrait une faille technique, si j'ose dire, ou en tout cas de discipline. Ouais. La faille mentale, je pense que c'est réglé. Honnêtement, maintenant, il a repris la confiance, il a eu les 3 KO. Donc, on va dire que ces victoires, elles ont quand même servi à ça. C'est que, sauf contre-performance ultime, je vois mal une situation à la Derrick Lewis, Francis Ngannou bis se reproduire. Ce qui est très très bien, parce que ça, franchement, ça te coule une carrière pire qu'une défaite, tu vois, un truc comme ça. Après, moi, je vais être très honnête, j'adore ce que fait Ngannou, encore une fois. C'est horrible de critiquer les gens qu'on aime bien, mais c'est pas vraiment une critique, c'est juste une interrogation. C'est-à-dire que je sais pas, dans l'état actuel, il ne m'a pas montré, moi, suffisamment de choses sur ses derniers combats pour que je puisse me dire que dans une situation similaire dans laquelle il se retrouvait face à un combattant, peut-être pas Stipe Miocic, peut-être un autre, mais en difficulté, dans un combat qui dure, tout à fait. Il ne m'a pas montré, enfin, je veux dire, peut-être qu'il l'a fait dans l'entraînement, c'est juste une interrogation moi, que je mets, mais il ne m'a pas montré en fait qu'il était capable, ou en tout cas qu'il avait évolué à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas, mystère, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je veux le voir plus souvent dans l'octogone, parce que. Et donc, à la limite, il y a peut-être un combat, moi, que je vois bien faire, qui aurait peut-être une importance, c'est le vainqueur Volkov. Ouais. Cette semaine, il y a Volkov contre. J'allais dire Dan Hardy, mais c'est pas Dan Hardy. Greg Hardy. Greg Hardy, voilà. Moi, je vais dire, c'est un combat qui est parfait pour moi, le vainqueur, parce que si c'est Volkov, c'est un des meilleurs dans les poids lourds, et je pense que c'est un combattant que, franchement, que Ngannou peut vraiment éteindre. Parce que c'est pas que je considère que Volkov est mauvais, mais c'est juste que je pense que stylistiquement, c'est bien. Tu vois, Volkov, c'est quelqu'un qui parfois s'expose, parfois fait des erreurs et qui est pas, je vais pas dire qu'il est chini, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il a un menton de verre, mais comme tous les mecs qui sont un peu grands et un peu fins dans la catégorie poids lourd, on peut les mettre KO quoi, genre un peu à la façon Stéphane Struve ou des gars comme ça. Tu vois. Bon, il en est pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que contre par exemple Derrick Lewis, c'était ce qui s'était passé, c'était un peu triste, tu vois. Donc si c'est contre Volkov, c'est un bon combattant et ça permet de maintenir la forme et je pense que c'est un combat qui peut gagner. Si c'est contre Greg Hardy, je pense que c'est un combat qui peut vraiment gagner facilement, honnêtement. Hein. Et en plus de ça, c'est bien parce que Greg Hardy, mine de rien, il a je sais pas, il a un nom, genre il a une exposition médiatique, alors méritée ou pas, mais en tout cas c'est pas mal, ça attire les projecteurs. Il y a plein de gens qui voudront voir Greg Hardy perdre contre Francis Ngannou. Donc moi je pense que c'est un combat qui est tout bénef et en plus qui est faisable dans les prochains mois. C'est-à-dire si on a si c'est pas une guerre là, si c'est une claire domination de l'un ou de l'autre, on peut faire le combat là dans la début 2020 quoi. Et il y a aussi le combat, moi j'aimerais bien voir, surtout si c'est Jairzinho qui gagne, qui affronte Alistair Overeem.
Parce que là aussi, lui, c'est la nouvelle sensation chez les heavyweights qui a un peu cette hype façon Ngannou et qui d'ailleurs est le seul heavyweight avec Francis Ngannou à surfer sur une série, je crois, de 3 victoires par KO au premier round. Et il l'a prouvé contre Arlovski que Francis avait également battu au premier round. Ce mec-là, c'est impressionnant. Enfin, franchement, il déclenche superbement en contre. Et pour l'instant, je crois que lors de tous ses combats à l'UFC, il les a remportés par KO. Et toutes ses victoires, donc il a vaincu, c'est toutes sauf une par KO. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Surtout que là, en affrontant Overeem, l'UFC montre quand même qu'il croit en lui, sachant que il y avait d'autres options potentielles pour Overeem, mais finalement, ils ont privilégié le petit Jairzinho. Je suis assez d'accord. Alors moi, j'aurais pas envie de voir un rematch Overeem Ngannou, c'est-à-dire dans le cas où Overeem tu peux faire mieux que ça, que ce que Francis a fait. Parce que c'est quand même dangereux pour Jairzinho. Il y a quand même une montée de niveau là contre Overeem, je trouve. Alors après, Overeem, le problème, c'est toujours ça. Overeem, quand il combat des mecs qui sont très très puissants, c'est un peu pile ou face. Il y a des moments, il arrive à avoir un bon game plan et il arrive à te les expédier assez rapidement. Il y a des moments où on sent qu'il a un peu la crainte et il est 4 fois moins bon. Tu sais, il fait ces espèces de trucs en essayant d'éviter, comme ça il s'expose. Donc je sais pas. Jairzinho, moi j'ai pas vu. Alors c'est horrible, mais je crois que j'ai vu aucun de ses combats à l'UFC. T'as pas vu chez contre Arlovski là? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu parce que je sais plus, c'était sur la carte 244, mais j'ai pas. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai loupé ce combat. Enfin bref, mais j'avais vu. Je crois que le manque de peau, c'est que j'ai dû voir le seul combat qu'il a fait qui allait jusqu'à la décision, c'était au Rising. Et il était pas ouf ce combat, quoi. Vraiment, il était pas ouf. Donc je suis pas encore emballé sur la hype Jairzinho. Bon, peut-être qu'il a trouvé la forme. Après, en poids lourd, tu vois, dans ces catégories-là, c'est très vite d'avoir une hype. Il suffit que tu alignes 3-4 KO et tu montes tout de suite. Donc pourquoi pas, si Jairzinho explose Overeem, le détruit, ça pourrait être un bon combat contre Ngannou. Exactement. Et il y a aussi ce combat qui fait saliver tous les fans, qui me fait saliver, contre Anthony Johnson. Anthony Johnson qui va revenir, donc qui vise mars 2020, qui avait connu la meilleure période de sa carrière en light heavyweight, puisqu'il n'avait perdu que contre un seul homme, Daniel Cormier, à chaque fois par soumission au deuxième round. Sinon, il s'était imposé à chaque fois, je crois que c'était 10 victoires ou 11 victoires, et seulement une victoire par décision. Sinon, à chaque fois, c'était par KO, généralement expéditif. Donc là, il revient en poids lourd. Et c'est vrai qu'au niveau du style, boxeur-lutteur, ça pourrait être intéressant dans cette catégorie. Et puis surtout que si Anthony Johnson revient avec ce qu'il a montré en light heavyweight, bon, ça fera un nouveau contender dans une catégorie qui manque à chaque fois, tu vois, de nom. Oui, alors moi, je pense qu'Anthony Johnson... Alors après, tout dépend avec la période sabbatique qu'il a prise, de savoir s'il y a eu une chute en termes de... Ça peut arriver. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il pourrait vraiment... il a les armes pour être efficace en poids lourd. Il l'a déjà fait. Il a eu un combat contre Arlovski, il me semble, il y a assez longtemps. Il avait pété la mâchoire. Il a vraiment écrasé Arlovski. Bon, il n'avait pas vaincu par KO, mais presque. Tout comme. Au premier round, c'était tout comme. Et puis après, ça avait un peu duré. Je serais curieux de savoir en fait ce qui se passerait dans ce type d'opposition parce que on a affaire quand même à Anthony Johnson, c'est vraiment un bully, quoi. C'est vraiment un mec, si t'éclate, ça va, mais dès qu'il y a un peu de résistance, je le dis souvent ça, mais c'est vrai, dès qu'il perd un peu, contre Cormier, c'est à chaque fois ce qui s'était passé. Contre Cormier, mais même avant dans les autres catégories, contre Vitor Belfort, contre Kochek, c'était un peu ça qui s'était passé aussi. Il a passé l'explosion. Bon, après, il était en welterweight, il avait rien à foutre de cette catégorie. Mais bon, non, c'est complètement inhumain de penser que ce mec-là était un jour en welterweight. Il s'est fait étrangler, c'est ça, contre Kochek. Ouais, il me semble. Non, c'est contre Belfort. Contre Belfort qui s'est fait soumettre. Je voudrais pas m'avancer, je sais pas, peut-être je me trompe, mais bon, ça fait longtemps que je les ai vus, ces combats-là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que lui, c'est un mec qui aime bien... tout de suite montrer que c'est lui qui domine. Mais de l'autre côté, Ngannou fonctionne beaucoup aussi sur le facteur psychologique, pousser les gens à la faute, et c'est un énorme contreur. Donc ce serait très intéressant de voir ce qui se passerait dans ce type d'opposition. Je suis curieux, je suis très curieux. Je pourrais pas dire. C'est un combat qui m'emballerait. Évidemment, il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont dire ouais, sportivement, ça n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut. Éventuellement, ce qui pourrait être vraiment optimal, ce serait que Johnson ait un combat entre-temps, un poids lourd,
Ah, mais ils visent ça pour l'UFC Paris, tu vois. Honnêtement, UFC Paris, tu mets Francis Ngannou, Anthony Johnson. Ouais, je pense que là, Oh là là. tu fais un carton. Là. Tu fais un carton. Oh là là. Non, ce serait magnifique. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Un petit combat entre-temps pour effectivement montrer qu'il est bien de retour et tout. Parce que c'est vrai que même Ouais, pour l'UFC, ça pourrait leur faire un espèce de contender sur la durée assez intéressant. c'est clair, c'est clair. Donc voilà. Ouais. Pour le volet Ngannou, après pour le volet Tyson Fury en MMA, Ouais, non, moi non plus, j'y crois pas. Apparemment, là, ils commencent donc à s'entraîner avec Darren Till, ils font tous les deux partie de la même structure de management MTK, qui est également la structure de Nourdine Oubali, Cocorico, champion du monde. qui a défendu son Exactement. titre contre Takuma Inoue. Avec une année absolument magnifique pour lui, parce que le mec, enfin voilà, la conquête, la vraie, j'ai envie de dire. Non, c'est clair, magnifique victoire qui est passée un peu sous les radars, malheureusement, Ouais, mais en territoire ennemi, si j'ose dire. ah ouais. Donc vraiment félicitations. On aura peut-être l'occasion d'en reparler de ce combat, mais c'était cool. Non, mais bon, pour Tyson Fury, il a raconté beaucoup de conneries. Enfin, j'adore, hein, pareil, les jobards, mais c'est pareil, je le vois mal. Mais ce qui est... Après, j'ai envie de te dire, il y a peut-être moyen. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on voulait parler de ça à la base. On a complètement divagué, mon cher Polydomso. Parce que Tyson Fury, déjà, qui s'attendait honnêtement à ce qu'un gars qui est quand même parmi les meilleurs boxeurs au monde aille faire du catch? Tu vois, moi déjà, j'ai. Enfin, depuis cette dernière. Déjà, toute cette année, je la trouve un petit peu bizarre parce qu'il y avait eu le combat contre Wilder qui s'était soldé par un nul, un des plus beaux combats de l'année. Je m'attendais, tu vois, à ce qu'ils prennent des Dillian White, qu'ils prennent des gars comme ça, tu vois, pour aller gratter une ceinture, un truc intérimaire, enfin, tu vois, ce que tu veux. Tu as eu 2 combats qui ne resteront pas du tout dans les mémoires. Et là, avant de se préparer pour Deontay Wilder, même s'il y a eu le problème de l'arcade, où ça va peut-être être repoussé, on ne sait pas, enfin, se dire que le gars, il va faire du catch, qu'il va aux 4 coins de la planète pour promouvoir ça, c'est pas. Enfin, généralement, quand tu fais ça, c'est que tu es plutôt en pré-retraite que tu as des espoirs de devenir la référence finalement dans ton sport et que tu es en plein dans cette période-là, surtout. Après, je sais pas, c'est très difficile. C'est un mec qui a une énorme personnalité médiatique, je pense, Tyson Fury. Il aime bien. Je suis pas en train de dire que c'est une attention whore, tu vois, mais il aime bien attirer quand même les projecteurs sur lui. Il a pris 12 millions, je crois, pour ça. Et voilà, en plus, donc voilà. Le catch, honnêtement, tu vois, Floyd Mayweather aussi, il a fait du catch. Enfin, il est apparu sur certaines cartes et tout. Moi, personnellement, je pense pas que. C'était facile dans le sens où, en fait, moi, ce qui m'a étonné avec Tyson Fury, c'est que tu as plein de célébrités, des Gronkowski en NFL qui viennent un soir, tu vois, et qui font un show. Là, il a quand même, tu as eu des chorégraphies, c'était des vrais combats. Il allait jusqu'en Arabie Saoudite, il était sur le poster. Tu sais, c'était pas les petites apparitions comme Shaquille O'Neal, tu vois, où tu sais que les mecs, on leur dit juste, bon, bah, à ce moment-là, toi, tu le bouscules, lui, il va te bousculer, et puis c'est la fin du truc. Là, il est vraiment entré dans le roster pendant une période définie de la WWE. Donc, ouais, mais bon, après, bon, au-delà de ça, non, mais non, je vois où tu veux en venir, c'est qu'il fait le truc sérieusement, quoi. Oui, sérieusement. c'est ça. Mais n'empêche que, bon, je dis ça, il y a des risques en catch, hein. Carrément, tu peux vraiment te blesser, tu peux te faire mal et tout. En fait. C'est pour ça, tu vois, se dire, le mec risque ça pour. Mais ce que j'allais dire, la différence, c'est que le MMA n'est quand même pas scripté, en tout cas pas qu'on le sache. et donc, c'est un monde entre peut-être risquer de se blesser sur une chorégraphie qui serait mal foutue au catch. Je pense pas qu'il prenne trop de risques non plus, parce qu'il a quand même une valeur, il a quand même une énorme valeur et ça la foutrait vraiment super mal. Mais il y a un monde entre ça et entre se prendre un grand endpoint je sais pas, de Ken Velasquez ou un truc comme ça, tu vois, c'est parce que là pour le coup ou de se prendre un grand endpoint d'Ngannou, tu vois, là le risque il est énorme parce que la carrière d'un boxeur, c'est pour ça la plupart des gens ils disent ouais les boxeurs ils viennent pas en MMA, ils ont peur, oui. Certes c'est vrai, mais aussi la valeur d'un boxeur est supérieure à la valeur d'un combattant de MMA encore aujourd'hui, je pense, en termes d'économie. Bien sûr, pas de n'importe quel boxeur. Je te parle pas du mec qui combat sur toutes les cartes préliminaires de tous les événements d'Europe et tout, et qui se fait rosser pour son chèque. Je te parle du mec qui a un peu
la carrière d'un Amir Khan, par exemple, elle vaut beaucoup plus que la carrière d'un Masvidal. C'est terrible, mais d'un point de vue économique, il explose, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc en fait, quand tu blesses et que tu perds un peu de tes points de vie sur un combat, pour un combattant MMA, ça a une importance, mais pour un combattant de boxe, c'est une importance, mais encore, tu le multiplies par 100, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce type d'affrontement. Au-delà du fait que la boxe est encore beaucoup plus prégnante et qu'elle peut encore dicter ses termes dans ce type d'engagement. Donc pour moi, s'il y a un combat Ngannou-Fury, ça se fera en anglaise et pas en MMA, quoi. Et là, C'est entièrement certain. d'accord. Bah, surtout, je pense que Tyson Fury, à mon avis, se mettre au MMA aussi tard dans sa carrière, c'est tout bonnement impossible. Sinon, il faudrait qu'il affronte des gars qui sont novices comme lui et l'UFC ne mettra pas forcément ça en place. Mais moi, c'était vraiment plus la question en gros du catch, c'est est-ce que quand tu es à 4 mois du combat le plus important de ta carrière et que tu as quand même beaucoup de chances de te faire mettre KO, est-ce bien raisonnable d'aller en Arabie Saoudite pour être en slip contre un mec et faire du catch? Bon. Ouais. Rocky l'a fait avant de rencontrer Mr. T, ça s'est mal passé pour lui. Voilà. Exactement. Donc bon, et pour revenir à Tyson Fury, qui donc apparemment a aussi parlé avec Dana White, il y a cette fameuse structure Zuffa Boxing que l'UFC devait annoncer en octobre. Depuis, silence radio, il n'y a même pas eu d'annonce de l'UFC. On sait aussi que PBC, donc Premier Boxing Championship, est en vente et donc diffusé. Enfin, il y a des rumeurs comme quoi, PBC serait en vente, qui a un deal avec la Fox. Et donc, est-ce que pour toi, Zuffa Boxing a pris du plomb dans l'aile? Et est-ce que potentiellement Tyson Fury pourrait rentrer dans le roster de Zuffa Boxing? Parce que je crois qu'il y avait aussi un truc où en gros Tyson Fury, c'est là que c'est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'il avait re-signé, tu vois, un accord donc avec ESPN, mais c'était pour 3 combats. Et donc c'est pour ça que le dernier combat contre Wilder, c'est une copromotion entre donc PBC et ESPN pour se partager le pay-per-view. Et ensuite, Tyson Fury, c'est un petit peu un agent libre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait un peu n'importe quoi en ce moment, qu'il parle de MMA, qu'il fait la WWE, parce qu'il va avoir le choix du roi à la fin. Et peut-être que Zuffa Boxing va essayer de l'attraper. Et surtout, toi, est-ce que tu crois finalement à Zuffa Boxing? Parce que ça part de vraiment, ils partent de rien pour l'instant, à part des t-shirts portés par Dana White. Honnêtement, j'y crois pas une seule seconde à ce putain de projet. Hein, mais bon, après, honnêtement, là, c'est moi qui a une tendance à être un peu. Parce qu'en fait, pareil, ça peut être un gros coup marketing et ça leur coûte pas cher de faire ça. C'est un peu comme quand le One FC annonce qu'il va faire une ligue de e-sport. On attend toujours, hein, ça n'a pas été fait et c'est pas aussi important qu'une ligue de boxe. Donc moi, le projet, je le trouve intéressant, honnêtement. C'est-à-dire, si c'était fait sérieusement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont les bifetons. Pourquoi pas faire des événements, des cross événements où tu as des combats de MMA, des combats de boxe et tout. Ça pourrait être vraiment intéressant. Il y a vraiment tu vois, un domaine sur lequel plancher et c'est possible, je pense, en fait, d'attirer le monde de la boxe vers le monde du MMA et vice-versa. Je pense que c'est intéressant parce que pour le moment, mine de rien, bon, il y a des fans qui regardent les deux, mais il y a quand même un clivage entre les fans de boxe et les fans de MMA. Donc je pense qu'il y a peut-être une jonction à faire à ce niveau-là. Il y a peut-être le Zuffa a peut-être le poids et la force de faire quelque chose de très intéressant s'ils mettaient vraiment les bifetons et qui voulaient notamment faire des trucs un peu comme à la façon World Super Series où tu peux faire venir pas mal de combattants qui sont très très bons. Parce que World Super Series qui va mettre la clé sous la porte là. C'est ça le problème. C'est dommage hein, parce que c'était superbe. C'était superbe. Pour le temps que ça a duré, c'était superbe et ça c'est cool. Et c'est ce qui manque à la boxe en fait. C'est un acteur monopolistique quelque part pour faire combattre les meilleurs, parce que c'est toujours le reproche qu'on a en fait tu vois, envers la boxe. Ceci étant dit, c'est des rêves, ça, tu vois, c'est un truc qui, honnêtement, avant d'avoir un retour sur investissement dans un truc pareil, dans un milieu qui est déjà ultra compétitif, ultra balisé, où chaque négociation, mais ça ferait passer la bataille de la Somme pour un combat de pouce entre gamins, tu vois, bah ça... je le dis, c'est malgré toutes les bonnes volontés, s'ils le faisaient vraiment honnêtement, bah, c'est même pas garanti que ça marche. Ça va être un gouffre à pognon énorme. Donc, je sais pas, je suis pessimiste. Je pense que le pire des scénarios, c'est que ce soit qu'un coup de com' de merde et qu'il se passe rien. Le meilleur des scénarios, à mon sens, réalisable, c'est qu'ils fassent peut-être 3-4 événements
avec des combattants, peut-être ils en auront un qui sera connu, mais pas, je pense pas, et qui pourront se payer un mec comme Tyson Fury quand même. Là, Ouais, mais moi je pense, à mon avis, je pense que leur projet, c'est pas de créer un truc de toute pièce, c'est justement, tu vois, de racheter, par exemple, Premier Boxing Championship, tu vois. Ils rachètent la grosse structure, comme ça, ils rachètent les contrats aussi à la fois des boxeurs, et comme ça, tu pars pas de rien, tu as des mecs qui ont déjà leur expertise là-dedans, et finalement, tu combines les deux, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu te mets à la place où aujourd'hui tu arrives, et puis même, ne serait-ce que pour le Ali Act, là aujourd'hui, l'UFC, ils pourraient pas mettre ça en place. Donc je pense que tu vois, ils rachètent un truc, et ils le font sous bannière Zuffa Boxing. Je pense qu'à mon avis, ce serait leur plan et puis surtout ce qui leur permettrait directement, tu vois, de commencer avec des choses qui intéressent les gens. Parce que, comme tu le dis, hein, ils prennent Tyson Fury, après, t'as qui? Enfin, Ouais. ce serait très compliqué. Hein. Je sais pas, pourquoi pas, éventuellement. Moi, je pense pas qu'il ferait ça parce que c'est quand même un énorme, c'est un ticket d'entrée qui est énorme. De racheter un truc comme ça, c'est un énorme investissement. Et je trouve que la politique là, de WMG, pour le moment, depuis qu'ils ont repris l'UFC, c'est une politique de protectionnisme, en fait, de retour un peu en arrière. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de. Je trouve que. Enfin, je sais pas, c'est mon feeling qu'ils investissent un peu moins sur les événements et tout. Bah, à part là, bon, on va me dire, ouais, 244 me donne tort, mais je trouve qu'ils. Non, mais même là, c'était pas très cher en soi comme événement, parce que les gars ont pas été payés tant que ça. C'est pas deux énormes. Surtout l'UFC qui a fait finalement des efforts au niveau du marketing. Mais sinon, tu vois, Nate Diaz et Masvidal, je pense qu'ils n'étaient pas très compliqués. D'ailleurs, c'était même la solution de rechange. Le combat qu'il devait y avoir, c'était Kamaru Usman et Colby Covington. Et comme eux ne sont pas mis d'accord financièrement, c'est Masvidal et Nate Diaz qui ont tout de suite dit oui. Donc je pense qu'ils ont coûté moins cher que Covington et Kamaru Usman. Mais on le voit, ils ont une démarche qui est beaucoup plus agressive sur les négociations. Il y a des combats qui ne se sont pas faits depuis alors qu'ils auraient dû se faire et tout. Donc je pense qu'ils sont un peu en mode plan de c'est pas de sobriété, non, pas plan de sobriété, merde, oh putain, le terme économique, oui, la rigueur, plan de rigueur. Oui, voilà, ils sont dans cette optique-là, et je les vois mal. Il y a eu un énorme investissement en 2016 pour acquérir le bordel. Ils vont pas s'amuser à relancer les dés une deuxième fois. En tout cas, pas tout de suite. Tu vois, c'est peut-être dans quelques années, mais pas maintenant. C'est ça que je pense. J'attends de voir, mais à mon avis, de toute façon, les journalistes vont bientôt poser la question à Dana White. Il l'avait d'ailleurs posé, je crois, à New York, et même pour lui, Dana White, qui est quand même quelqu'un d'assez fier, quand on lui a posé la question, il était ça va arriver bientôt. On voyait qu'il était un peu gêné, parce que c'est vrai que Dana White, qui est toujours avec des grosses annonces, pour lui, ce serait un petit peu un camouflet, parce que tout le monde l'attendait au tournant, et bien sûr, les De La Hoya, les Bob Arum et tout ça, ils se manqueront pas, je pense, que s'il y a quelqu'un de TMZ qui font alors Zuffa Boxing, ah bah oui, il a essayé d'aller dans le sport, il s'est lamentablement craqué. Ah oui. Il y a ça en plus, c'est qu'il y en a qui l'attendent avec le manche de pioche derrière, ça c'est sûr, c'est certain. Donc voilà, mon cher Polydomso, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Ouais. Soit.